Je vais donc vous présenter une petite conférence, mais sans prétention, sur quelques expérimentations qui ont été menées ces dernières années sur les influences qu'on peut qualifier de subliminales, à définir ce terme, de la communication commerciale, avec donc des résultats expérimentaux essentiellement sur la publicité digitale et les implications pour les sciences de l'information et de la communication. Alors, la première question qu'on peut se poser, ouais, je suis en train de chercher le plein écran. Et, tu vois, il est derrière. Là. Dégage ton truc là. Ton bandeau. Il est où là ton plein écran? Affichage. Où est-ce que c'est? Plan? Non? Diaporama. Ouais. Alors, et tu descends ça. C'est parti. Oui, donc, je disais, pardon pour le petit point technique. Quel est l'intérêt de s'intéresser à la communication commerciale en SIC, sachant que c'est un objet qui est plutôt issu, comme on dit traditionnellement, des sciences de gestion? Eh bien, la communication commerciale a ceci d'intéressant, c'est qu'elle a pour finalité explicite l'influence. Elle ne se cache pas. Et donc, ça permet de questionner, voire de déconstruire certains présupposés des SIC. En tous les cas, c'est la manière dont je peux, moi, l'aborder dans cette discipline depuis déjà plusieurs très longues années. Notamment, on parle très souvent, vous avez déjà dû l'entendre, de récepteurs actifs en SIC. Bien, moi, j'ai toujours trouvé bizarre ce terme de récepteur actif. Et donc, je vais ici vous parler de récepteurs au contraire passifs et avec des démonstrations expérimentales. Alors, tout d'abord, si on prend la dénomination de Searle, Searle a dit qu'un acte de communication est réussi, c'est-à-dire que l'objectif est effectivement réalisé, lorsque l'objectif de la communication est réalisé. Donc, lui, il parle de réussite d'un acte de communication. Eh bien, dans les expérimentations que je vais montrer, je pars du principe qu'un acte de communication peut être réussi sans pour autant que le récepteur en ait conscience, notamment au niveau de la réception, sans que le récepteur ne produise de signification. Autrement dit, conscience, production de signification, ces deux éléments ne joueraient pas de rôle dans la réception. Alors ça, évidemment, c'est relativement contradictoire par rapport aux théories que l'on a actuellement en SIC. Et le deuxième aspect, c'est que s'intéresser à la communication commerciale en SIC permet aussi de s'intéresser au lien entre la communication et l'action, et non plus simplement la signification, puisqu'ici, la signification est vraiment réduite au minimum. La problématique générale des travaux que je vais vous présenter, c'est comment sont reçues les communications commerciales, mieux comprendre les processus socio-cognitifs pendant la réception, donc ça c'est le premier objectif, au moment de la réception, mais également au moment de porter un jugement ou de prendre une décision sur la marque. Okay, donc on est soit dans une problématique qui est soit de réception en SIC, soit d'influence, soit d'effet, soit d'usage, en fonction de la terminologie qu'on peut prendre. Donc ici, dans cette conférence-là, je vais, pour des questions de temps, surtout vous parler d'effets et non pas directement de processus, même si les expérimentations que j'ai menées peuvent et ont surtout pour but d'aller sur des processus, sur comment ça se passe dans la tête des personnes, dans l'esprit. Le contexte des théoriques, eh bien, c'est des théories de la réception, de l'influence, dans une perspective de cognition sociale, psychologie sociale et psychologie cognitive. Mais on est bien en SIC puisqu'on est dans la réception des dispositifs de communication commerciale. Au niveau théorique, je m'inspire de plusieurs types de théories. Alors, quand on va du côté de la réception des communications médiatiques et de la publicité, on va parler, entre guillemets, d'un récepteur complexe, c'est-à-dire qu'on fait appel aux théories qu'on appelle à double processus, qu'on connaît bien en psychologie sociale. Théorie à double processus, c'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle est face à un message, parfois, elle utilise beaucoup de ressources cognitives, donc elle focalise une forte attention sur ces messages. Donc, elle met en place ce qu'on appelle des traitements élaborés.
et propositionnelle des messages. Autrement dit, là, il y a une vraie activité cognitive. Et puis, parfois, la personne alloue peu ou aucune attention au message qu'elle reçoit. Autrement dit, les traitements sont automatiques, sont entre guillemets non conscients, encore faudra-t-il le définir. Et ici, ça renvoie à toute la tradition en psychologie sociale, de cognition d'attitude implicite, autrement dit, entre guillemets, non consciente. Alors, on a un peu du mal à définir le non conscient, mais je vais y venir. Autrement dit, on est sur un individu passif. À partir du moment où on n'a pas conscience de ce qu'on fait, ou qu'on reçoit des messages, etc., on est ici dans un terme passif, sachant que cognitivement, il y a des traitements qui s'opèrent, donc on est actif cognitivement, mais on n'a pas accès à ces traitements, donc passif entre guillemets. Donc on est sur une activité cognitive, mais qui serait non consciente. Il y a peu de recherches qui sont effectuées là-dessus, même s'il y en a de plus en plus ces dernières années, puisqu'on sait que la voie des processus non conscients est la plus fréquente lorsqu'on est dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas tout le temps en train de traiter tous les messages publicitaires qui arrivent. Ça serait autrement épuisant. On ne ferait que ça. Donc, nécessairement, il y a des messages qui rentrent dans votre champ visuel. À la radio, il y a des messages qu'on entend. Ceci dit, on ne fait pas attention. Si au moment où vous sortez, vous marchez dans la rue, vous êtes sur Internet, vous arrêtez 3 secondes après, je vous demande, mais quel message vous venez de voir là? La plupart du temps, on dit, j'en sais rien, je n'ai pas vu. Or, c'est rentré dans votre champ visuel. Une des questions que je pose, c'est est-ce que parce que c'est rentré dans le champ visuel, donc très vite, aussitôt vu, aussitôt oublié, est-ce que pour autant, le cerveau n'en garde pas une trace? Est-ce que pour autant, ça ne va pas améliorer l'attitude à l'égard de la marque? Et est-ce que pour autant, ça ne va pas vous inciter, voire vous faire acheter? Voilà les problématiques ici qui sont des problématiques sur lesquelles ces quelques expérimentations vont essayer ou en tous les cas portent. Alors oui, un petit mot au niveau épistémologique. J'aime bien toujours moi faire un peu d'épistémologie. Bon, je sais pas, c'est ma tare, on va dire. Ici, on est dans la construction de connaissances scientifiques avec des résultats expérimentaux. Autrement dit, on est dans la notion de modélisation. On est dans les modèles, je ne suis pas dans des grandes théories, avec un phénomène d'induction théorique, avec également des modélisations construites qui sont réfutables. Donc, moi, je sais que, à titre personnel, j'adhère énormément au principe de réfutation de Popper. Pour moi, une connaissance doit être bien sûr vérifiable, mais aussi doit être réfutable. Sinon, on est dans une démarche de construction des connaissances qui n'est pas forcément, qui ne vise pas le statut de loi. Et cette démarche n'est pas positiviste. Quand on adhère à Popper, on n'est pas positiviste. Positiviste, c'est le cercle de Vienne. Popper, c'est autre chose. Ce dont je vais vous parler ce matin. Alors, je vais donc vous parler de 4 expérimentations. Je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est des expérimentations qui sont assez complexes, qui ont été toutes menées en collaboration. Donc, vous avez le nom de mes collaborateurs qui sont à chaque fois indiqués. Et je vais essayer de vous les présenter très rapidement et puis je vais aller droit sur les résultats. Je rappelle, je montre des effets, pas des processus, et puis on pourra éventuellement parler de processus après. Le premier effet que dont je souhaiterais vous parler, ce sont les effets persuasifs de l'e-publicité perçus sans conscience en vision périphérique. Alors, un petit mot sur ce qu'on appelle la vision périphérique. Vous savez que quand vous êtes sur Internet et que vous regardez le centre de l'écran, vous avez souvent des marques qui apparaissent autour de l'écran, en haut, en bas, etc. Donc, la question que je pose, c'est même si ces marques ne sont pas vues consciemment, est-ce que pour autant, elles n'ont pas un impact sur notre attitude? Alors, c'est une expérimentation qui a quelques années déjà, donc on est sur des interfaces qui ont quelques années déjà, mais à l'époque, c'était des interfaces qui se faisaient. Donc, peut-être là, maintenant, ça vous surprend parce qu'Internet a quand même pas mal été modifié, mais on est sur des interfaces qui étaient à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur difficilement. Ouais. Alors, la logique est la suivante. On demande à des personnes de lire ce texte-là. Donc, on a, nous, un dispositif expérimental qui est un eye tracker, un suiveur de regard, qui fait que la personne, on va suivre le regard au niveau de son texte. Et vous voyez qu'ici, à chaque fois, on a des saccades oculaires. Donc, on sait que la personne est en train de lire ici. Donc, on a la preuve ici qu'elle est sur le texte. OK ? En haut, et c'est ce qui nous intéresse, bien évidemment, on ne le dit pas à la personne, on demande à la personne simplement de lire le texte pour savoir si c'est possible de bien apprendre sur Internet. On n'explique jamais en expérimentation sur quoi porte l'expérimentation. Et pendant ce temps, évidemment, on va basculer des publicités pour des marques qui sont complètement inédites, jamais vues, qui permettent d'isoler
ou de supprimer en tous les cas toutes les expériences qu'on peut avoir précédemment avec des marques. Donc, on sait que ça, c'est vierge de toute représentation dans notre esprit en tous les cas. Et ici, on met en place un système automatique qui fait que si jamais la personne qui est en train de lire ici, là, vous ne voyez peut-être pas, je vais vous le remontrer, la personne est en train de lire ici. Elle se dit, tiens, il y a un truc bizarre en haut, je vais voir. À partir du moment où elle monte sur le texte, il y a une ligne qui fait qu'automatiquement, cette publicité que vous avez vue avant, c'était les petits nounours, est changée par ce qu'on appelle un filler, une publicité remplissage, qui est une publicité qui ne nous intéresse pas, nous. Et comme ça, on est certain que la publicité qui nous intéresse, elle n'est jamais vue en vision centrale. D'accord? Et aussitôt que la personne a son regard qui redescend vers le texte, à ce moment-là, de nouveau, on va rebasculer notre publicité, celle qui nous intéresse ici. Et donc ici, on étudie les effets de cette marque Kadema, ici, alors qu'elle n'est jamais vue en vision centrale, et on a la preuve, elle rentre dans le champ visuel, mais la personne ne s'en rend absolument pas compte. Comment sait-on que la personne ne s'en rend pas compte? C'est que nous, on a un double système pour contrôler l'absence de perception consciente. Donc, et on est bien dans ce qu'on appelle des effets implicites, c'est-à-dire des effets non conscients. On a cet eye tracker. Donc, les marques inédites sont effectivement éloignées du champ de vision central. Et puis, tout à la fin, quand on a fini, on pose la question aux personnes. On leur dit, bon, non, on va jouer franc jeu. On vous explique pourquoi c'était. Est-ce que vous avez vu des marques sur le site? Dites-nous quelle marque c'était, est-ce que vous vous rappelez, etc. On s'aperçoit avec ce système-là que, et toutes les données donc, que je vais vous présenter, aucune marque n'a été rappelée, c'est-à-dire de mémoire, les personnes nous disent bah, non, j'ai vu aucune marque. 2, même si on dit mais souvenez-vous, c'était une marque avec un nounours, ça vous parle? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et puis 3, aucune reconnaissance des marques, c'est-à-dire qu'on leur montre des marques, on leur dit sur ces marques-là, lesquelles étaient sur l'écran que vous avez vu précédemment, et les personnes nous disent non, je ne reconnais pas, je ne sais pas. Donc autrement dit, on a affaire ici à des effets qu'on appelle bien implicites, au sens de Greenwald et Banerjee, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que la marque est rentrée dans notre champ visuel. Et on ne peut pas dire non plus que la personne a eu une expérience précédente avec la marque, parce que ce sont des marques inédites. Alors, je passe très vite sur le contexte théorique, mais en gros, c'est de la cognition sociale implicite, mémoire implicite. On est dans ce qu'on appelle aussi le subliminal. Alors, on pourra le définir, hein, souvenez-vous, le subliminal, la 25e image, etc. Il y a eu pas mal de littérature dessus. Alors ici, on n'est pas dans la 25e image, mais on est dans quelque chose qui ressemble, sauf que ici, c'est des cas réels de la vie quotidienne, tels qu'on peut en avoir. Au niveau de la méthodologie, on passe 247 personnes qui sont réparties aléatoirement dans 5 conditions expérimentales. Donc, on a, alors là, c'est un dispositif un peu technique qui vise à, Pascal connaît bien, puis d'autres aussi, Pascal Bernard connaît aussi, la manière dont on formalise un plan expérimental. C'est-à-dire que, je vous ai dit que c'était réparti dans 5 conditions expérimentales. Je vais juste essayer de mettre le curseur qui apparaît. Ça m'aiderait. Marie-Pierre, tu sais peut-être comment on le met? Le curseur, tu vois que... Ouais. Bon, je vais vous le faire comme ça va. Donc, j'ai trouvé un truc qui devrait aller. Donc, l'idée, c'est de se dire, je répartis 247 personnes aléatoirement dans 5 conditions. La moitié des sujets, ici, voient cette marque apparaître, disparaître 5 fois. L'autre moitié des sujets voient cette marque apparaître, disparaître 15 fois. La moitié des sujets, on leur pose des questions sur les marques 5 minutes après, l'autre partie des sujets 1 semaine après. D'accord? On a à chaque fois une condition contrôle. Ce sont des sujets qui n'ont pas été exposés au message. En expérimentation, dès qu'on peut, on met des conditions contrôle, qui est vraiment le groupe de comparaison. Comment on mesure des variables qu'on appelle dépendantes, donc les effets? C'est-à-dire qu'une semaine après, par exemple, pour la moitié des sujets, on va les recontacter les personnes et une autre personne que l'expérimentateur initial dit voilà, on souhaite juste passer avec vous une enquête de marketing. Bien sûr, le but, c'est qu'ils ne fassent aucun lien avec ce qu'ils ont vu sur Internet et même les conditions avec Internet préalablement.
Juste pour info, je rappelle que ça a été fait il y a quelques années, donc on n'était pas du tout en passation en distanciel, c'était tout en laboratoire. Les gens se déplaçaient dans le laboratoire, donc c'était des dispositifs énormes, mais au moins on était certain qu'il n'y ait pas de bug causé par le distanciel et que les personnes étaient vraiment face à leur ordinateur. Et donc on leur dit, voilà, il y a une nouvelle entreprise qui souhaite sortir des marques et on va vous passer ces marques, vous allez juste nous dire ce que vous en pensez. Et donc, bien sûr, après, on vérifie que la personne n'a pas fait de lien entre cette enquête-là et une semaine avant l'expérimentation qui a été menée. Et effectivement, ça a été le cas, les gens n'ont pas fait de lien. C'est ce qu'on appelle la cover story, c'est-à-dire une étude, une histoire, pardon, qui vise à masquer ce qu'on souhaite vraiment mesurer. Et parmi l'ensemble des marques, eh bien, on va mettre les marques auxquelles les personnes ont été exposées préalablement. Résultats. Je vais aller directement sur les résultats. Alors, ici, de nouveau, il faut que je retrouve mon petit système pour marquer. Ah, super. Voilà le groupe contrôle. Qui est ici. Voilà le groupe contrôle qui est ici. C'est-à-dire qu'à la question que l'on pose, le pourcentage de personnes qui ont l'intention d'acheter. On a mesuré plein de choses. Ici, je vais simplement sur l'intention d'achat. J'ai pas mal d'expérience à vous montrer. Les personnes répondent à 37%, alors qu'ils n'ont pas vu la marque. Oui, j'ai l'intention d'acheter. Et ensuite, on va comparer les résultats sur les personnes exposées. Ceux qui ont été exposés 15 fois, 5 minutes après, c'est-à-dire qu'on a passé la passation 5 minutes après, 49,8% des gens sont prêts à acheter. Une semaine après, à 15 expositions, 42% des gens, 43 même. 5 minutes après, à 5 expositions, on a 39,4%. Une semaine après, à 5 expositions, on a 37%, à peu près identique au groupe contrôle. Ça veut dire qu'ici, je vais passer très vite sur cette analyse multivariée, on peut dire avec une signification de 0,02, donc j'ai 2% de chance de me tromper pour ceux qui ne sont pas adeptes des statistiques, qu'une semaine, après une semaine, effectivement, il y a encore des effets. Okay, une semaine après. Et la principale variable, c'est la répétition, très fortement significative, à 0,00. Autrement dit, plus je vais répéter, et donc les personnes ne voient pas, plus les personnes ont l'intention d'acheter. Et ça, c'est statistiquement significatif. Deuxième variable que l'on mesure, c'est le temps que les personnes mettent à répondre. C'est-à-dire que quand les personnes répondent « oui, j'ai l'intention d'acheter », on mesure, nous, le temps de réponse, c'est-à-dire le temps à partir du moment où on pose la question, qui est précis à la milliseconde de près. Donc, c'est très, très précis. Toujours sur cette même question, sur le groupe contrôle, les personnes mettent 2,2 secondes en moyenne à répondre. Donc, ça, c'est notre comparaison. À 5 expositions, ils mettent 2, un tout petit peu moins, mais ce n'est pas statistiquement significatif celui-là et celui-là. Par contre, à 15 expositions, ils mettent 1974 millisecondes. Ça veut dire que le facteur répétition diminue le temps de réponse, oui, et accroît ce qu'on appelle en psychologie l'accessibilité de l'intention d'achat. Et on sait que plus avec un score de 0,002, donc c'est très hautement significatif, plus le temps de réponse est court, plus il prédirait le futur comportement, d'après certains travaux, notamment Fazio et Glassman. Donc, autrement dit, la conclusion de la première expérimentation, c'est quand une publicité n'est pas vue consciemment et elle est en champ visuel non fovéal, avec 15 apparitions, elle peut influencer les jugements et les intentions des marques 5 minutes après et une semaine après. Alors, on pourra rentrer sur pourquoi, quelle explication on peut donner en termes cognitifs, mais je vous propose qu'on y revienne après. L'expérimentation deuxième expérimentation, évidemment à la fin je ferai une synthèse, c'est l'influence des publicités digitales, des pop-up, mais ici qui apparaissent sur une modalité différente. Parce que vous voyez que précédemment, c'était les publicités qui sont en haut de l'écran. Ici, vous avez de plus en plus, depuis plusieurs années, des pop-up qui s'ouvrent au centre de l'écran. Donc ça veut dire que nécessairement, ces publicités, on va les voir en toute conscience. Et ici, la logique, c'est de se dire,
elles apparaissent, elles disparaissent, on les voit très vite et on les oublie aussitôt. Mais la question est de savoir c'est quel effet ça donne une semaine après. Et on a été jusqu'à mesurer les effets 3 mois plus tard. Alors ça, de nouveau, c'était dans la littérature, c'était nouveau. 3 mois plus tard, c'était la première fois qu'on allait sur des délais aussi loin. Et on se pose la question sur quel processus d'influence. Mais là, je ne développerai pas. Je vous montre très vite le site qui a été utilisé pour que vous puissiez vous en rendre compte sur le plan pratique. Alors, on essaye de faire des choses qui sont le plus proche possible de la vie expérimentale, de la vie quotidienne, pardon. Donc, on construit de toutes pièces un site Internet. Alors, de nouveau, expérimentation faite il y a quelques années où les pop-up n'avaient pas cette qualité graphique qu'il y a aujourd'hui. Autrement dit, on est dans des pop-up à l'ancienne, mais je répète, c'était rien de choquant à l'époque. Et il y a un autre point aussi, c'est que quand on travaille en expérimentation, on est quand même obligé de faire des publicités simples, parce que plus la publicité est complexe, plus après nous, en matière de variables, on ne sait pas trop ce qu'on touche. Donc, on est obligé de faire simple. Première marque inventée de toutes pièces, l'OMIS. Donc, une publicité constituée du seul logotype d'une marque inédite va apparaître 4 fois, à chaque fois 3 secondes. Elle apparaît 3 secondes, elle part. Deuxième condition, on a une autre des sujets qui sont identiques à tout niveau, qui voient cette publicité-là. C'est-à-dire qu'ici, l'OMIS est toujours présent, mais on l'associe avec une bouteille, un visuel d'eau minérale. De nouveau, 4 apparitions de 3 secondes. On fait, pour une troisième série de sujets, on fait le même logo, mais ce coup-ci, on écrit le mot eau minérale. De nouveau, 4 apparitions de 3 secondes. En dehors de la présence de soit eau minérale en lettres, soit eau minérale en bouteille, soit rien du tout, toutes les autres conditions sont rigoureusement identiques. Les sujets sont répartis aléatoirement sur l'ensemble de ces groupes. Et donc, on est de nouveau dans la même logique des contextes des effets implicites dont je vous parlais tout à l'heure. On a un questionnaire post-expérimental. Quand on travaille sur du non-conscient, on le fait toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit à la fin, pour être sûr, dites-nous ce que vous avez vu, sincèrement. Alors, on espère que les sujets soient vraiment sincères. Mais en questionnaire post-expérimental, on n'a aucun rappel indicé. Le rappel indicé, c'est même si on aide un peu, en disant, souvenez-vous, c'était une publicité qui était un peu dans le domaine des boissons. On aide, on donne un indice. Les personnes nous disent non. Et aucune reconnaissance des marques, c'est-à-dire là, on montre les marques 7 jours après et 3 mois après l'exposition. Donc ici, on est certain qu'on est effectivement dans le cadre des effets implicites, mais vous voyez que la définition ici du non-conscient est un peu différente de la définition du non-conscient préalablement. Ici, c'est je l'ai vu, mais je l'ai oublié, alors qu'avant, c'était je ne l'ai même pas vu. Le plan d'expérience, c'est le suivant. 398 sujets sont répartis aléatoirement dans 7 conditions expérimentales. Donc, le type de publicité, marque seule, marque plus image, marque plus mot. On travaille le délai 7 jours après ou délai 3 mois après, et on a toujours cette fameuse condition contrôle. Et de nouveau, la logique de la méthode expérimentale, c'est qu'on met tout rigoureusement identique, sauf on change une petite variable ou une modalité de la variable. Et puis, on a toujours notre groupe, notre condition contrôle. Juste pour la petite info, il faut savoir que ce qu'on reprochait, on a parlé, c'est Michel, je crois, qui a parlé de Didier Raoult ce matin, on a reproché à Didier Raoult pendant le Covid d'avoir fait des très belles expérimentations sans groupe contrôle. Autrement dit, sans avoir un indicateur de comparaison. Voilà, donc nous, on essaye d'éviter le problème de Didier Raoult et on met dès qu'on peut des conditions contrôle. Ceci, il y a des cas où on ne peut vraiment pas le mettre. Et c'était le cas sans doute de Didier Raoult. Je pense qu'il n'a pas pu le mettre objectivement. Comme c'est un Marseillais, de toute façon, on le défend. Oui, mais toi, tu n'es pas Marseillais. Moi non plus. Mais on le défend quand même. Ouais. Tu sais que c'est le président qui m'a recruté. Donc, c'est un gars bien. Didier, si tu nous regardes. Donc, résultat. Désolé hein, pour ceux qui sont en distanciel, mais là, on rigole un peu. C'est Pascal Marchand qui nous fait rire. Bon. Ah ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans l'avion, il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Et encore, je viens de couper les cheveux pour venir.
Donc, c'est un gars bien. Physiquement. Physiquement. Alors, résultat, oui, reconcentrons-nous. Résultat relatif aux effets d'association sémantique marque-produit. Alors, de nouveau ici, quand on travaille sur du non-conscient, on a un indicateur qui est très sensible, c'est le temps de réponse, le temps que les sujets mettent à répondre. C'est un indicateur assez sensible de la mesure de ce qu'on a dans la tête, en gros, pour dire les choses simplement, de ce qu'on appelle la cognition implicite. Plus le temps de réponse est différent, et plus on estime qu'il y a en gros des réseaux neuronaux, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué que ça, mais des réseaux neuronaux qui relient des représentations les plus proches possibles les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand le temps de réponse est long, ça veut dire que les neurones, je vous le fais très simple, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Les deux représentations sont éloignées, et le temps que quand on active une, l'autre s'active, ça prend du temps. Quand c'est très proche, eh bien, le temps est très court quand on active une pour activer l'autre. Et donc, ici, je pose la question, la marque Lomis est-elle adaptée pour de l'eau minérale? Bien sûr, dans ce questionnaire qui mesure les variables, on pose de multiples autres questions. J'en ai juste sélectionné une ici. Et donc, vous voyez ce que je cherche à mesurer ici, c'est comme avant, j'ai mis Lomis avec une bouteille d'eau minérale, je regarde jusqu'à quel point les deux peuvent s'associer en mémoire. Avec Lomis écrit avec une eau minérale écrite en toutes lettres ou avec eau minérale en bouteille, avec un dessin. Donc, j'essaie de voir en termes de publicité qu'est-ce qui permet de mieux mémoriser, soit sous forme de dessin, soit sous forme de mots. Et je m'aperçois que pour répondre à cette question, ceux qui ont vu le mot et qui répondent 3 mois après, et ceux qui ont vu le mot et qui répondent 7 jours après, mettent beaucoup moins de temps à répondre. Oui, c'est adapté par rapport au groupe contrôle qui est ici, et c'est statistiquement significatif au seuil que vous avez en bas, là, de P.05. Autrement dit, j'ai 5 chances sur 100 de me tromper en disant que c'est statistiquement significatif. Donc, autrement dit, le temps de réponse, oui, c'est adapté à de l'eau minérale quand la personne voit des mots est beaucoup plus court que lorsqu'elle voit des images. Voilà un premier résultat. Alors, j'expliquerai après éventuellement les processus qui peuvent s'opérer en mémoire. Et ici, je pose la question, l'attitude à l'égard de la marque. Alors, l'attitude à l'égard de la marque, on est plus, entre guillemets, dans de l'affectif. C'est, est-ce que vous aimez la marque? Est-ce que vous aimez cette marque? Et résultat, notre groupe contrôle qui va nous servir de référence est là. Les personnes qui n'ont pas été exposées répondent oui, j'aime à 2629 millisecondes, 2 secondes 6. Et les personnes qui ont été exposées à l'image, 7 jours après, mettent 1 seconde 4. Je fais un calcul statistique ici. Là, je rentre un peu dans les détails méthodologiques. Un calcul statistique qu'on appelle un T de student, c'est ça. Un T de student entre ces deux moyennes-là, que connaître ici, ou que va bientôt connaître ici. Et donc, à partir de là, je conclus avec un seuil de risque de 1% de me tromper, qu'il y a effectivement une différence, que ceux qui ont vu la publicité avec image apprécient davantage la marque que ceux qui ne l'ont pas vu en groupe contrôle. Et je vais comparer également avec le mot, c'est-à-dire que ici, quand je fais une comparaison au bout de 7 jours entre ce score-là et ce score-là, je m'aperçois avec une signification de 1%. Je me suis trompé parce que ici, je ne vois pas, cette ligne-là n'est pas est cachée, donc je reviens ici, de 5%. Je peux déduire avec un seuil de risque de 5% de me tromper, 1% en comparant marque avec le contrôle, ce que je vous ai dit, image avec mot de 5% de me tromper, que ceux qui ont vu l'image apprécient davantage la marque que ceux qui ont vu sous forme de mots. Explication, je rentrerai dans les détails après. Maintenant, je pose la question, si vous deviez acheter de l'eau minérale, ce serait, et je fais ce qu'on appelle un test à choix forcé, c'est-à-dire que je demande aux personnes de répondre très vite. Juste pour la petite histoire, il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai passé l'expérimentation, Kezak n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Ils ont fait une grande campagne massive de com maintenant, et donc Kezak commence à être connu. Et donc, Kezak était très peu connu. Alors, à la question, est-ce que vous achetez Lomis ou Kezak, répondez le plus vite possible.
C'est ce qu'on appelle un test à choix forcé. Ça permet de savoir ce que la personne a au niveau implicite. 44% des gens disent ben moi, j'achèterais plutôt Kézak, notre groupe contrôle. Et pour tous les autres qui ont été exposés, on inverse la réponse en nombre de personnes. C'est-à-dire que ici, quand on fait des comparaisons entre chaque condition expérimentale et la condition contrôle, le Qui2 est à chaque fois significatif à 1%. C'est-à-dire que, conclusion, on a des effets positifs non conscients de tous les pop-up sur des jugements de la marque, toujours observables 7 jours, et pour une majorité 3 mois après. Il y a une supériorité de l'image sur les mots pour l'évaluation affective de la marque. Mais les mots, par contre, produisent plus d'effets sémantiques que les images. Donc ici, l'explication qu'on a proposée est en termes de fluidité sémantique, hédonique et perceptuelle. Je vous en reparlerai plus après. Donc voilà un deuxième effet qui est démontré. Les publicités pour les mots ou pour les images, quand on a affaire à des publicités très simples comme celle-ci, n'ont pas les mêmes effets, soit sémantiques, soit affectifs. Troisième expérimentation, on s'est posé la question, est-ce que ça marche chez les enfants? Cette expérimentation a été faite au cours de la thèse de Julien Tartaglia. Julien Tartaglia, qui est maintenant professeur à l'université de Neufchâtel, je crois, en Suisse, qui a écrit pas mal de bouquins, qui marchent très bien d'ailleurs, et qui a bien fait son chemin en matière de publicité, de réception de la publicité, mais on ajoute ce coup-ci une voix off. On souhaite poser la question, est-ce que ça fonctionne chez les enfants et les ados? Et on va tester une variable de plus, voix off. On a toujours cette même logique, parce qu'une fois qu'on a maintenant notre méthode, on continue. On fabrique, en l'occurrence, il était en Suisse à l'époque, c'est ce qui explique que le site était suisse. On fait un site qui est un site qui existe réellement. On fait apparaître ce coup-ci ce pop-up à droite, Noctarine. Durée d'apparition 3 secondes. Premier cas, voilà la base. Le plan d'expérimentation est le suivant. On fait varier le nombre d'expositions. Certains enfants vont le voir une fois. D'autres vont le voir clignoter 5 fois. C'est-à-dire le premier, ça clignote pendant 3 ou 4 secondes. Je ne sais plus si c'était marqué dans la précédente 3 secondes. Ça clignote, ça s'arrête, ça ne réapparaît plus. Et d'autres 5 fois. Donc 5 fois, 5 apparitions. Mais on travaille aussi les modalités sensorielles, c'est-à-dire qu'on fait le visuel seul, le son seul, c'est-à-dire que la personne ne voit pas le pop-up, mais il entend le son, la voix off. Et on travaille en même temps avec visuel plus son. Avec la voix off, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit juste Noctarine. Une condition contrôle des sujets non exposés. On prend 270 enfants et ados de 11 à 16 ans, avec une moyenne d'âge de 13 ans, qui sont répartis aléatoirement dans 7 conditions expérimentales et mesure des effets une semaine après dans les mêmes conditions. Est-ce que vous vous souvenez de la marque? Non, je ne m'en souviens pas. Voilà un exemple ici. On l'a fait en Suisse, pourquoi? Pour rien vous cacher, c'est que déjà Julien était en Suisse, mais parce qu'il y a besoin de moins d'autorisation qu'en France pour faire ce type d'expérimentation, parce qu'en France, c'est très difficile. Résultat, effet de l'exposition sur les intentions d'acheter la marque, alors que les enfants n'ont pas souvenir de l'avoir vue. Eh bien, là, les scores sont beaucoup plus contrastés que chez les adultes, c'est-à-dire que quand on demande à des enfants de répondre, vous voyez que les scores sont plus élevés, ils sont plus lents à répondre. Chez les non-exposés, ils mettent 4027 millisecondes, alors chez les exposés, ils mettent 1832 secondes. Donc, quand on fait un test statistique entre ces deux scores, la différence est statistiquement significative avec au score de P égale 1 pour 1000. Donc, j'ai une chance sur 1000 de me tromper en disant qu'il y a une différence entre les deux. Le nombre d'expositions a un impact sur l'attitude à l'égard du nom de la marque, ici. Donc, du coup, maintenant, c'est dans l'attitude à l'égard de la marque. Est-ce que vous appréciez la marque? Est-ce que vous l'aimez? Chez les sujets qui sont non exposés, les sujets nous disent « oui, je l'aime », avec une moyenne de 4267 millisecondes. Ça, c'est notre groupe non exposé, donc notre groupe de référence. Ceux qui l'ont vu 5 fois répondent beaucoup plus rapidement. Ceux qui l'ont vu une fois répondent également plus rapidement. Au niveau des tests statistiques, la différence est statistiquement significative entre le temps de réponse 5 fois contre le temps de réponse une fois, avec un score de 2 pour 1000, T égale 0.002, donc j'ai 2 chances sur 1000 de me tromper. Donc je peux effectivement conclure qu'il y a une différence sur l'attitude à l'égard de la marque. Maintenant, concernant les effets de la modalité sensorielle de présentation de la marque, alors que les enfants n'ont toujours pas souvenir de l'avoir vue. Le temps mis pour répondre à la question, oui, j'ai l'intention d'acheter la marque.
Quand les sujets sont non exposés, de nouveau, on retrouve notre groupe à 4 secondes à peu près. Quand il y a un seul sens, c'est-à-dire que soit le visuel, soit le son, les sujets répondent à 2015 millisecondes. Quand il y a les deux sens en même temps, son et visuel, c'est beaucoup plus court puisqu'ils répondent à 1570 millisecondes. La différence est significative entre un sens sensoriel et deux sens, puisqu'on a un score au T de Student qui est de 0,017. Donc, j'ai une chance sur 100 ou 2 chances sur 100 de me tromper en affirmant qu'il y a une différence. Synthèse des résultats. La publicité sur Internet peut influencer les enfants et les adolescents sans qu'ils en aient conscience, d'autant plus fortement qu'elle associe visuel et voix off et qu'elle est répétée 5 fois contre une fois. Alors, vous voyez que ces expérimentations avancent toujours, on fait un pas à chaque fois supplémentaire sur les effets non conscients. Et il y a normalement une expérimentation qui doit s'intercaler entre celle que je viens de vous présenter et celle que je vais vous présenter. Seulement, je n'ai pas eu le temps et je n'aurai pas le temps de la présenter. Donc, je vais directement sur l'expérimentation numéro 4, qui franchit encore un pas de plus, puisqu'on va essayer d'aller du côté des processus. On va essayer d'expliquer pourquoi. C'est une expérimentation qui a été menée par Pemon Kouadio, qui était docteur et que certains connaissent parmi vous. Ici, quel est fait l'objectif des publicités digitales vues rapidement? Donc, on est toujours dans le champ visuel central, en faible attention, mais aussitôt oublié. Et ce coup-ci, on va sur le comportement d'achat. Donc, on ne s'arrête pas uniquement sur des cognitions, sur le comportement d'achat effectif des usagers, après un certain délai, 7 jours après. Et on essaye de poser la question, quel processus cognitif sous-tendent ces effets? Alors, c'est, je trouve, pour l'instant, l'expérimentation grâce à Pemon, qui a été la plus aboutie, ou en tous les cas la plus aboutie sur celle qu'on a, sur cette logique-là. Le cadre, c'est le suivant. Donc, on fabrique un site Internet de toutes pièces. Donc, on est toujours dans le cadre des effets implicites. Phase 1 d'expérimentation, les sujets voient ça, évidemment. Ensuite, apparaît un pop-up. Alors, de nouveau, on retrouve les pop-up, d'autres pop-up, évidemment, avec des nouvelles marques inédites qui n'existent pas. Et on va avoir 2 expositions à chaque fois de 3 secondes à différents pop-up pour différentes marques inédites. C'est-à-dire que là, on va prendre tout un tas de marques, on va prendre tout un tas de produits et on va essayer de présenter donc ces pop-up avec ici un fond grisé. Donc, on a l'obligation, en tous les cas, une incitation très forte à regarder ces pop-up. Puis, 7 jours après, dans le cadre d'un achat sur un site e-commerce, on va demander aux étudiants en question, bien sûr sans qu'ils fassent de lien avec la phase précédente, 7 jours après, on va leur dire, voilà, on vous offre, c'était l'expérimentation de Pemon, vous avez le droit à un cadeau sur ce site universitaire-là, prenez ce que vous voulez. Alors, ici, ce n'est pas exactement ça, pardon, c'est qu'il y a eu un achat. Autant pour moi, il y avait un achat. Il y avait un achat, on pourra discuter de la procédure un peu après, il y avait un achat. Ce n'est pas uniquement un cadeau. Il y avait de nouveau ce questionnaire post-expérimental dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les sujets ne se souviennent pas au moment de l'achat qu'ils ont été exposés aux publicités pour des produits avant. Cadre théorique et hypothèse. Alors, quand même, je vais m'arrêter un peu parce que c'est là que je vais rentrer un peu plus dans les processus. Ici, on pense qu'au moment où la personne reçoit le pop-up, il y a une mémorisation de la trace du message qui est rapidement perçue, puis oubliée dans un type de mémoire qu'on appelle la mémoire implicite. Mais 7 jours après, il y a une activation automatique des traces en mémoire implicite. On produit une attitude implicite, ici, et on se pose la question, est-ce que ça va jusqu'à l'acte d'achat en tant que tel? Je rentrerai sur les processus après. La première hypothèse, c'est que les pop-up produisent des effets favorables sur l'achat de produits de marques publicité une semaine après l'exposition, alors que les personnes disent ne jamais avoir vu les marques et sont incapables de rappeler le moindre élément du contexte d'exposition. On est sur ici une théorie de la mémoire qui essaie de Tulving. C'est-à-dire que même pour ce questionnaire post-expérimental, on fait reposer notre questionnaire post-expérimental sur une théorie de la mémoire. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même des bases solides pour dire que c'est non conscient.
Alors, la différence par rapport aux expérimentations précédentes, c'est qu'on va plus loin dans les mécanismes qui peuvent opérer au moment où on reçoit la publicité. Au moment où on reçoit la publicité, on essaie de voir par quel mécanisme, comme ce qu'on avait démontré dans l'expérimentation précédente, par quel mécanisme cognitif la personne peut associer un logo avec le mot, clé USB. Souvenez-vous, c'était tu dis là avec le qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne pour que les deux s'associent. Eh bien, on part du principe qu'à partir du moment où ce sont des mots, pas des images, des mots qui sont sur le pop-up, il y a un mécanisme automatique, irrépressible et silencieux de la lecture du mot en mémoire, c'est-à-dire c'est une voix interne. Vous savez, on a tous une petite voix dans notre tête, quand on se parle d'ailleurs. Eh bien, on part du principe qu'au moment où on voit le pop-up, cette petite voix prononce le nom de la marque. Et donc, ça contribue à la mémorisation des mots qui sont contenus dans la publicité. Mais vous voyez que quand on a affaire à une image, c'est-à-dire que nous, on va faire, je vous montrerai tout à l'heure, on va montrer clé USB en mots, mais on va montrer clé USB en image. On part du principe que quand c'est une image, il n'y a pas ce phénomène de traduction de l'image en mots par cette voix interne. Alors faites l'expérience par vous-même. Quand vous avez un mot, on le lit. Quand vous avez une image, vous ne lisez pas, vous ne prononcez pas le nom de l'image. Très souvent, c'est ce qu'on voit. Ça base sur la théorie de Pavio, qui est une théorie du double codage, qui dit que quand on est face à des images, eh bien, on a une mémoire de l'image quasi, pas complètement, en tous les cas à court terme, photographique. Mais on ne cherche pas à traduire l'image en mots. Qu'est-ce que ça signifie? Deuxième hypothèse. Le produit de la marque publicisée, représenté sous forme de mots, s'associe avec le logotype de la marque en mémoire implicite suite à une vocalisation des mots. D'accord? C'est ce que je viens de vous expliquer. Regardez ici, tu dis là, clé USB. Quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de dire dans ma tête, tu dis là avec clé USB. Sauf que si on le fait, on a émis l'hypothèse suite à des travaux de Topolinski et Strack, avec qui maintenant Topolinski on travaille d'ailleurs. C'est que si on mâche un chewing-gum, au moment où on est face à cette publicité, ça devrait inhiber notre voix interne. Pourquoi? Parce que Topolinski et Strack ont montré que quand on lit dans sa tête, on ne peut pas s'empêcher, et ça a été confirmé par des IRM et par des mesures électrophysiologiques, automatiquement, vous avez une activation des muscles qui sont des muscles phonatoires, qui fait que, sans que notre mâchoire bouge, mais il y a les neurones prémotrices de la mâchoire sont activés. C'est-à-dire que, faites l'expérience, quand vous lisez, parfois, ça bouge un peu à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un peu la langue qui bouge, etc. Et donc, on part du principe que si on mâche un chewing-gum, tout ça s'est perturbé et ça devrait perturber la lecture. Parce qu'à partir du moment où on mâche un chewing-gum, ça, par rétroaction, ça empêche le système de lecture. Alors, ça ne l'empêche pas, ça le perturbe. Donc, on a émis cette hypothèse-là. Et donc, on a demandé, vous avez compris, qu'on a fait l'expérimentation suivante, c'est que si on part du principe que le produit de la marque publicisée, représenté ce coup-ci sous forme d'image, s'associe avec la marque en mémoire implicite par association automatique des formes visuelles, comme le dit Pavio, eh bien à ce moment-là, si on mâche un chewing-gum, il ne devrait pas y avoir cette traduction, donc on devrait davantage mémoriser quand c'est sous forme d'image. En tous les cas, pour l'association sémantique, quand c'est l'association sémantique, on devrait avoir une perturbation de l'association sémantique. Mais quand c'est ici une association qui est affective, elle ne devra pas être empêchée. Parce que Pavio dit c'est automatique. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si je ne suis pas, je réexpliquerai plus tard. Donc, on a un plan expérimental qui est le plan suivant. Plan expérimental, je répète ici. On a un tiers de nos sujets qui ne voient rien, un tiers de nos sujets qui voient le message, mais qui n'ont rien dans la bouche. Okay, ils voient la publicité avec le mot et ils voient la publicité avec l'image. D'accord? Comme ce que je vous ai déjà présenté, l'expérimentation précédente. On a un tiers de nos sujets, ou un quart plus exactement, qui mâchent un chewing-gum, qui sont confrontés aussi bien à la publicité pour le mot que la publicité pour l'image. Okay? Mais comme un chewing-gum, on peut nous dire, c'est pas pareil si vous comparez un groupe où il n'y a rien par rapport à un groupe où il y a des personnes qui ont un truc dans la bouche qui mâchent. On prend un groupe contrôle où on leur met un truc dans la bouche mais qui ne mâche pas. D'autant plus que c'était des chewing-gums avec sucre.
Donc, on peut nous dire, mais attention, parce que c'est peut-être l'effet du sucre et non pas l'effet de mâcher qui va provoquer l'effet. Donc, on a tout simplement demandé, c'est Topolinski qui l'avait fait avant nous, hein, de mettre un sucre dans la bouche de ces personnes-là, de manière à ce qu'on nous dise, ben, ce n'est pas un truc qu'il y a dans la bouche qui empêche, c'est bien l'acte de mâcher. Et là, le sucre, les personnes ne le mâchent pas. Et comme les personnes étaient en face de nous, on a pu effectivement voir que les personnes ne mâchent pas le sucre. On met ici 328 sujets, âge moyen 19,8 ans, répartition aléatoire sur 7 conditions. C'était des étudiants, ben vous comprenez que pour leur demander de mâcher, il faut qu'on soit là pour regarder s'ils mâchent bien. Résultat. Alors, tout d'abord, relatif à l'hypothèse 1. Alors, je vais faire très vite ici. Résultat 1. Les sujets qui sont exposés par rapport aux sujets qui ne sont pas exposés. Tout d'abord, achat. On parle bien d'achat ici, hein. Ici. Alors, on verra après la définition de l'achat. Ici, on montre que l'effet de l'exposition sur le nombre d'achats de produits de marque publicité contre le nombre d'achats de produits de marque non publicisés ici. Quand on fait un qui 2 sur ceux qui sont exposés par rapport à ceux qui sont non exposés, il y a une différence statistiquement significative. Autrement dit, on en conclut, l'hypothèse 1 est confirmée, il y a un effet favorable de la publicité sur le nombre d'achats de produits de marque publicité, alors que les personnes ont dit ne jamais avoir vu les marques et ont été incapables de rappeler le moindre élément du contexte d'exposition. Effet classique qu'on avait déjà démontré. Résultat relatif à l'hypothèse 2. Ici, on va un peu plus loin. Donc, pour ceux qui sont exposés au logo plus au mot, d'accord? Condition sucre. Alors là, il y a un truc qui est parti. Il manque un truc condition. Donc, je vais aller directement sur les résultats. Ça me permettrait de voir. Je pense que c'est condition gum. Donc, condition chewing-gum, condition contrôle. Alors, je vais vous dire, parce que là, du coup, j'ai… Voilà. Donc, ça veut dire que, ici, quand je fais un qui 2 entre la condition du dessus et la condition du dessous, les résultats sont statistiquement significatifs à P égale 0,09. Ça veut dire que le fait de mâcher activement un chewing-gum bloque la subvocalisation et empêche l'association entre la marque et le mot. Autrement dit, ici, le fait de mâcher un chewing-gum montre cette différence ici d'achat entre les conditions. Donc, du coup, il faudrait que je retrouve. On est ici. En haut, on doit être sur chewing-gum en haut, sucre en bas. Résultat relatif à l'hypothèse 3. Effet de l'acte de mâcher un chewing-gum pendant la réception sur les achats selon le contenu publicitaire. Condition chewing-gum. Ici, on a j'ai bientôt terminé. Je termine juste ça. Donc, du coup, je vais aller tout de suite sur les résultats. On fait des tests sur les différentes conditions. Comme je suis un peu en retard, j'avance un peu. La perturbation du mécanisme de subfocalisation par le fait de mâcher activement du chewing-gum pendant l'exposition aux publicités réduit l'effet persuasif pour les mots, alors qu'elle n'a aucun effet constaté pour les publicités montrant le produit sous forme d'image. Donc, de nouveau ici, on a ces résultats statistiquement significatifs avec 2% et 4% sur P. Il y a des limites. Conclusion. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension des effets des publicités digitales rapidement vues et aussitôt oubliées sur les comportements effectifs. Ça permet d'avoir aussi une meilleure compréhension des processus cognitifs impliqués dans les influences des publicités à base de mots ou d'images, et donc le rôle de la subvocalisation dans le processus d'association logo-produit, donc ce qui se passe dans la tête des personnes. Contribution aussi, ça apporte des supports expérimentaux de haut niveau de preuve aux théories de l'influence des médias et de la communication d'influence. Ça apporte des contributions aussi aux théories critiques des médias, c'est-à-dire que théories critiques qui nous disent qu'on est manipulé, école de Francfort, travaux de Beauvois. Possiblement, il y a des implications pour les sciences de gestion, mais vous voyez que je l'ai mis en tout petit. Vous comprenez ce qu'il y a derrière, c'est que j'ai mis en gros théorie critique des médias et en petit aux sciences de gestion. Aux théories sur les communications d'utilité publique, environnement, santé notamment,
Et ça me permet à titre personnel, parce que j'opte, je pense que vous l'avez compris, il faut bien faire une différence entre les résultats qui sont expérimentaux, scientifiques, qui sont donc sans idéologie derrière, mais à titre personnel, j'utilise ces résultats-là, non pas pour les donner aux entreprises, mais davantage pour avoir une vision critique des médias. Bon, ça, c'est plus c'est une idéologie personnelle, hein. Bon, mais après, chacun. Et ça m'a permis notamment d'œuvrer, en tout cas, j'ouvre une petite parenthèse et je fais un peu de publicité. Si vous voulez adhérer à Code, n'hésitez pas, très belle ONG, il y a beaucoup d'universitaires dedans. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur ces différents types d'expérimentation. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre. Ben voilà, ben. Ouais. Je vais mettre une vidéo, voilà. Super, ça me rappelle des bons souvenirs quand je faisais de la psychologie, de la cognition sociale expérimentale. C'est chouette quand même, hein. Ouais, j'avais oublié, c'est sympa aussi. Moi, il y a plein de choses que je trouve extrêmement convaincantes, que j'ai quelques questions. Mais en gros, dans quel ordre je peux prendre ça? Si je prends un petit peu dans l'ordre où tu les as présentés, peut-être première question sur l'idée que la répétition a un effet sur la mémoire à court terme. Là, on est dans Tolving de base. En revanche, tu montres que la répétition a aussi un relatif effet sur la mémoire à long terme, puisque une semaine après, et ça, Tolving disait un peu le contraire. Il disait que la répétition, c'était le truc de la mémoire à court terme, que c'était limité en capacité et en durée, et que pour passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, il fait de la signification. Et dans ton cas, forcément, il n'y a pas de traitement en profondeur, puisqu'il n'y a pas de stimulus profond. Et donc, le truc, c'est comment tu gères ça au niveau théorique. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant et qui est peut-être une voie, sera peut-être la tienne, c'est cet effet que je ne connaissais pas de voie interne, et en même temps que j'identifie bien parce que on sait que la projection de mots est plus puissante que la projection de stimuli, même basiques. C'est la tâche de Stroop. Quand on écrit le mot bleu écrit en jaune et qu'on demande aux gens de voir la couleur, ils doivent faire un véritable apprentissage pour nous dire la couleur. Première chose qu'ils ont envie, c'est dire le mot. Je fais l'expérience tous les ans avec mes étudiants dans un amphi. Je leur projette une dizaine de mots qui écrivent des couleurs, mais qui sont écrits dans des couleurs différentes que ce qu'ils voient. Et il leur faut 3-4 mots avant de se concentrer sur la couleur. C'est-à-dire, ce qu'ils ont envie de dire, c'est le mot qu'ils lisent. Donc, on a une prégnance de l'apprentissage sémantique sur la mémoire à court terme et sur la reconnaissance des formes. Là-dessus, je suis assez convaincu. En plus, il y a une chose, et on l'explique, ça c'est Kinch et Van Dyke, hein, on l'explique par la projection de modèles mentaux. L'apprentissage de lecture, c'est l'apprentissage de modèles mentaux qui sont ensuite projetés sur les stimulations. Et donc, c'est une reconnaissance de forme. Et c'est beaucoup plus économique, la reconnaissance de forme, que le décryptage d'une couleur. En revanche, c'est pour l'image que j'y vois un peu moins clair, notamment dans ta deuxième condition de la deuxième expérience. Alors que tu dis que l'image fonctionne sur l'affect. Ce qui est indéniable, c'est que l'image permet plus de reconnaissance de la marque que le mot. La dimension affective, je la vois moins. Qu'est-ce que ça... Alors, ce que tu démontres jusqu'au bout, c'est que la dimension sémantique du mot, elle est puissante, y compris dans ta dernière expérience, mais la dimension affective de l'image, qui permet de mieux identifier la marque, je vois un petit peu moins. Troisième question que j'avais, c'est les effets cumulés des deux. Je m'étais mis tout de suite à la fin de la deuxième expérience, est-ce qu'on a un effet cumulatif ou annulatif? Si on met les deux, est-ce que les deux se cumulent, donc la communication multicanale, est-ce qu'elle stimule la reconnaissance de forme, ou au contraire, est-ce que les deux s'annulent, puisque ça ferait une surcharge mentale? Et donc, il y a la théorie de l'économie cognitive qui nous dirait les deux s'annulent, et puis il y a une théorie de la communication multicanale qui nous dirait les deux se cumulent. Bon, d'après ce que tu montres dans ta troisième expérience, ça se cumule. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça se cumule sur deux choses qui sont l'évaluation, j'aime le produit, et l'intention d'achat. Et du coup, je me dis, comment tu imagines l'interaction entre les trois? C'est-à-dire,
la réception du stimulus, l'évaluation, j'aime bien, et l'intention. Est-ce qu'ils sont hiérarchisés? Est-ce que tu as déjà réfléchi à la façon dont ça s'articule dans les trois? Et puis dans la dernière, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais peut-être parce que j'étais dans mes questions d'avant, que le rôle du chewing-gum, ça y est, j'ai compris à la fin, c'est de bloquer la voie interne. Donc, à ce moment-là, l'idée étant, si c'est une vraie articulation, alors là, moi, j'ai un petit doute, mais en même temps, tes résultats sont bons. Mais si c'est une vraie articulation, elle se traduit musculairement, mais sauf que si c'est une articulation mentale, la lecture mentale, est-ce qu'elle stimule vraiment les muscles? Et là j'ai un doute. En même temps, tes résultats montrent que donc je peux pas contrer là-dessus. Et donc, ça a un effet sur les mots et pas sur l'image. Et du coup, je me dis, la question essentielle, en fait, je m'aperçois qui est transversale à tout ça, c'est quel est l'effet des images par rapport aux mots et sur quoi ça agit et quel est le ressort et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'images. Ok. Voilà. On voit le. Ça n'a rien perdu. Ah, disons, là, je me fais plaisir. Ah, oui. Oui, alors, oui, effectivement, il y a plein de choses intéressantes. Donc, oui. Je disais, pour répondre très vite, parce qu'on est dans un aspect effectivement très technique dans les modèles, mais je vois que Pascal, effectivement, n'a rien perdu, c'est ce que je disais à l'instant, de ses connaissances en cognition sociale. Alors moi, je suis dans le Tulving de son modèle de 95, pas le modèle de court terme de 83. Voilà. En 95, il a fait un très beau modèle, très complet, et je le base surtout pour faire mon questionnaire post-expérimental. Donc ça, c'est surtout le 95 qui m'intéresse. Alors, les effets se cumulent sur la réception par le visuel et les sons. On a des études effectivement sur plus on a d'organes des sens stimulés, plus ça se cumule sur la mémorisation explicite. Ça, on en a. L'interférence, a priori, elle opère quand on est en forte attention. Elle opère moins en faible attention. C'est-à-dire qu'en forte attention, c'est ce qu'on voit quand on fait un PowerPoint, quand vous avez quelqu'un qui vous parle et qui vous montre quelque chose. On a des études qui montrent, et Pascal a raison, qu'on n'arrive pas on mémorise moins que si on n'est que sur un seul organe de sens. Mais ça, c'est en forte attention. Mais en faible attention, comme les gamins devant, ça serait l'inverse. C'est-à-dire que la mémoire implicite est stimulée par deux entrées sensorielles, et il semblerait, puis il y a d'autres supports également dans d'autres recherches qui montrent qu'en faible intention, c'est différent, parce qu'on n'a pas ce tunnel attentionnel nécessaire qui est en voie, qui ne fait pas des traitements parallèles de l'attention, qu'on est en voie unique, c'est un traitement unique de l'information. Et donc, toute surcharge d'informations, des choses qui arrivent au même moment perturbent la bonne attention. Oui, alors moi, ça m'a vachement surpris le fait du chewing-gum. Je suis tombé sur cette expérimentation de Topolinski au moment où il l'a sorti, et j'avais envie de le faire, et Pémon est tombé à ce moment-là. C'est surprenant parce que lui, il l'avait montré avec des pop-corn au cinéma. Et ensuite, donc, j'ai longuement communiqué avec lui, on a échangé, et il m'a dit que ça serait bien de le faire avec un chewing-gum, parce que selon lui, les effets seraient les mêmes, parce qu'il est sorti dernièrement, enfin, on a discuté en 2012-13, était sortie une recherche en IRM, des personnes qui mâchent un chewing-gum, et il y a une préactivation des zones motrices des organes phonatoires, la mâchoire, de la langue, etc. Donc, il y a une préactivation qui se voit sur l'IRM. Et donc, il s'est dit, logiquement, si ça se voit sur l'IRM, ça veut dire que c'est préactivé. Et puis, lui s'est amusé de son côté à mettre des capteurs des muscles ici, et c'est dans des électromyogrammes, je crois, et il s'est aperçu qu'il y avait à chaque fois, effectivement, qu'il y avait une lecture interne, il y avait une augmentation une préactivation des muscles. Voilà. Donc, il s'est dit, logiquement, le chewing-gum, ça devrait marcher. Voilà, donc il y a déjà quelques travaux là-dessus. Il y a une base. Oui, bon, c'était surprenant. On est en train de publier là-dessus avec Pémon. Donc, assez intéressant, assez surprenant. Voilà. Merci pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je profite pour préparer l'intervention suivante, même si on va faire quelques... Anne, une question.
Voilà, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que j'entends par aimer la marque? Alors, ce qu'on appelle l'attitude à l'égard de la marque, je traduis. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en psychologie le concept d'attitude. C'est l'attitude, il y a différentes définitions, mais celle qui est la plus fréquente, c'est l'appréciation de la marque. On l'apprécie. Alors, pour faire simple, j'ai utilisé le terme aimer, mais la vraie question qui est posée, c'est est-ce que vous appréciez la marque? Est-ce que vous l'évaluez favorablement? Voilà, c'est ça la vraie question. Donc, alors, pour les résultats, la question a été posée dans tous les cas. Les réponses, c'était effectivement quand on voit l'image, on apprécie plus la marque par rapport aux mots. C'est ça? Ah ouais. On est chez Pavlov, hein. C'est Pavlov, et le cerveau humain fonctionne selon Pavlov, ouais. Ouais, ouais. Alors après, tout va dépendre de la manière dont c'est traité. C'est-à-dire, si c'est sans attention, les effets sont assez forts, on le sait. C'est-à-dire qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'effet de mere exposure, de simple exposition. On a une droite qui coupe nombre d'expositions avec liking, avec le fait d'aimer. Plus on est exposé, plus on aime. C'est direct. Si on est en très très faible attention, voire aucune. Par contre, si on est en forte attention, ça fait l'effet en U inversé. C'est-à-dire que ça monte, c'est-à-dire plus on est exposé, plus on aime, mais à un moment donné, il y a un effet plafond et ça diminue. Après, il y a un effet d'irritation. J'en ai marre d'entendre cette marque. Donc ça, c'est si on est en forte allocation d'attention ou en allocation d'attention moyenne. Donc quelque part, ça nous protège. Et il y a des marques dont on ne veut plus du tout entendre parler parce qu'on les a trop vues. Voilà, ce qu'on appelle, c'est la théorie des deux facteurs. Premier facteur, j'aime bien. Deuxième facteur, ça tombe. Mais par contre, c'est là où c'est fort. Plus on la regarde de façon, entre guillemets, subliminale, et plus elle nous impacte. Et plus elle nous impacte. Et des fois, les effets de la publicité vue en très faible attention, voire vue sans attention, ont plus d'impact que des effets de la publicité vue avec attention. Voilà. Sur l'attitude à l'égard de la marque. Maintenant, sur le contenu, on ne sait pas quel est le contenu sémantique de la marque. On ne sait pas à quoi elle est associée, mais on l'aime, on l'apprécie. Voilà. Une dernière petite question. Pas à ma connaissance, mais ça fait quand même 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans que je ne me suis pas intéressé à la question. La question est de savoir si ça existe en matière environnementale. Il y a 3-4 ans, depuis 3-4 ans peut-être, mais il y a 3-4 ans non. C'est d'ailleurs une des limites de ceux qui travaillent sur l'environnemental. Moi, à titre personnel, je travaille en santé publique, où on met en place des techniques en utilisant ces processus-là. Et actuellement, je ne sais pas si vous avez vu que pour les messages environnementaux, vous avez un petit bandeau qui apparaît en bas maintenant, qui est des messages du genre utiliser plus le bus, etc. Or, l'erreur, c'est que nous, en santé publique, en nutrition, on a démontré qu'on n'a aucune preuve qui montre que les fameux messages qui arrivent en bas, les 5 fruits et légumes par jour, ça fonctionne. On n'a aucun impact. Et on a dit, je sais que c'est... comment s'appelle-t-il? Son nom m'échappe, pourtant je l'ai eu au téléphone hier, Thierry Libert qui s'en occupe, j'ai dit qu'on n'a pas de preuves comme quoi ça marche. Et pourtant, ils viennent de sortir la même chose pour l'environnement. Et donc, c'est dommage de fonctionner en communication sans preuve, d'où l'intérêt, quand on travaille en santé publique ou en environnement, d'avoir des preuves que ça marche. Des preuves que ça marche. Et donc, l'intérêt de ce type de méthode-là, parce que ça amène des preuves fortes, on peut être contre, on peut être pour, peu importe, mais il y a des preuves fortes quand même.
je crois qu'il y avait une… On arrête. Dernière. Ouais, après. Par exemple, cardiaque, microtranspiration de la colonne des mains, donc, des choses comme ça. oui, la question est de savoir… Ça marche. La question est de savoir si on peut avoir non pas des effets non conscients cognitifs ou affectifs, mais physiologiques, corporels. Oui, bah, la réponse, Pascal l'a donnée, oui, effectivement. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on montre, moi c'est quelque chose que je faisais quand je faisais mes études de psycho, des trucs de base, c'est qu'on met une électrode face palmaire de la main, une électrode face dorsale, alors c'était les anciens systèmes, et puis on dit des choses tout doucement, la personne n'entend pas, on l'insulte, c'était nous comme ça on fonctionnait, on insultait nos collègues, la personne n'entendait pas, pourtant il y avait une sudation de la main d'un seul coup. Ça veut dire que son cerveau l'a entendu, elle consciemment non, et puis brutalement il y a une présudation. Donc ça, oui, il y a pas mal d'études là-dessus. Et ce que je n'ai pas mis, c'est qu'il y a un lien très clair aussi avec la cognition incarnée. La cognition incarnée, c'est comment est-ce que nos connaissances s'ancrent dans notre corps. Et vous voyez que le fait de mâcher un chewing-gum, ça empêche, il y a un lien entre le corps, alors ça a été démontré sur les émotions, notamment Damasio, on en parlait tout à l'heure. Damasio montre bien que les émotions sont aussi dans notre corps. On n'est pas certain du tout que nos émotions sont dans le cerveau, hein. On est dans le corps aujourd'hui, et on sait que la cognition est en partie incarnée aussi. On a plein d'études qui montrent que selon la manière dont on se porte quand on est penché, eh bien nos idées ne sont pas les mêmes que quand on se tient droit. Par exemple, la manière de voir le monde n'est pas le même. Donc ça, la cognition incarnée, tout à fait, on sait que ça fonctionne. Alors on n'en est qu'au début, hein. On est qu'au début. Voilà, merci beaucoup.